bonjour à tous. On va démarrer, on a passé un petit peu les 9 heures, mais c'est pas grave. On va démarrer cette session, bienvenue dans cette session sur la digitalisation de l'accompagnement. On est ravis de pouvoir passer un temps avec vous ce matin, échanger ensemble, réfléchir ensemble sur cette question de la place de la digitalisation dans l'accompagnement. Mais avant toute chose, comme le veut le rituel de toute session, on va commencer par des présentations. Et je vais donc donner la parole à mon collègue de l'extrême droite. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le micro, parfait. Je suis aussi Nadjira, je suis de l'association ADI, donc l'association pour le droit à l'initiative économique. Notre association existe depuis 30 ans et on défend l'idée que chaque personne peut devenir entrepreneur. Cette idée, on la concrétise par des solutions de financement, d'accompagnement et d'assurance. Et on intervient spécifiquement auprès d'un public qui n'a pas accès au crédit bancaire et qui souhaite créer ou développer son entreprise. Merci, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Jérôme Priolet, je suis responsable de la pédagogie et du digital dans une association qui s'appelle Enactus France. Chez Enactus, notre mission, c'est de reconnecter les jeunes à leur envie d'engagement et développer leurs compétences entrepreneuriales. Et pour ça, on travaille sur des programmes qu'on propose à des lycéens ou des étudiants pour leur faire expérimenter l'entrepreneuriat à impact en parallèle de leurs études ou pendant leurs études. Et donc, on accompagne à peu près 2000 étudiants, 2000 lycéens par an sur tout le territoire national. J'interviens notamment aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur une partie de la digitalisation qu'on a mis en place dans notre accompagnement, qui est la création d'une plateforme qu'on a initiée en 2017, qui s'appelle Enactus Academy et qui met à disposition de tous ces porteurs de projets-là et même au grand public nos savoir-être et notre expertise de contenu pédagogique, vraiment dans le démarrage de projets, pour des porteurs de projets qui n'ont pas du tout cette culture-là et qui démarrent vraiment, pour qui c'est le premier projet et la première version de leur aventure entrepreneuriale, si je puis dire. Voilà. Bonjour à tous, Jean-François Demar. Donc, moi j'ai un parcours un peu grosse boîte, petite boîte, puis entrepreneuriat. Et j'ai monté l'association Réseau Entreprendre à Bruxelles. Et j'ai en fait modélisé l'outil que j'aurais rêvé d'avoir pour piloter mon association. Puis je me suis rendu compte que tout l'écosystème ne disposait pas d'outils très professionnels pour le faire. Et donc ça fait 10 ans maintenant que je m'échine à essayer de formater l'outil idéal pour piloter tous vos accompagnements. On a aujourd'hui 200 structures qui utilisent notre outil et voilà. Et donc, on a une assez grande expérience dans l'accompagnement, la digitalisation, les besoins que vous auriez d'un outil digital. Et voilà. Merci Jean-François. Et puis, nous avons une personne qui est intervenant aussi dans cette table ronde, mais qui n'est pas présente physiquement. Donc, je vais vous passer sa présentation. Il s'agit de Pierre Alzingre, donc le fondateur de Visionary. Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Pierre Alzingre, je suis le fondateur de l'agence Visionary et j'ai la chance d'accompagner au quotidien des entreprises et des territoires, notamment à travers ce petit programme que vous voyez derrière moi qui s'appelle la Startup et d'entrée, que nous avons co-créé en 2012 sur le pays de Lunel et que nous co-créons aujourd'hui à chaque édition dans les territoires ruraux. Je suis vraiment navré de ne pas être avec vous. Le Covid en a décidé autrement. C'est que mon activité aussi, c'est d'aider des entreprises, des grandes entreprises à développer des programmes d'innovation en leur sein. Et il y a un des programmes qui s'est juste glissé au moment de Procréa. Je le regrette évidemment parce que Procréa, c'est vraiment l'endroit où j'ai fait les plus belles rencontres de ce métier que j'ai la joie de faire maintenant et de pratiquer depuis une grosse dizaine d'années. L'agence Visionary possède 3... Voilà, donc merci Pierre. Les vidéos de Pierre, on va essayer de les passer durant la table ronde, mais vous pourrez les voir. Elles seront mises en ligne, Yann me disait, à la fin du congrès Procréa. Et puis, pour terminer cette présentation, donc je suis Olivier Toutain, donc animateur de cette table ronde.
Je suis enseignant-chercheur en entrepreneuriat. Je m'intéresse à toutes les questions qui portent sur l'éducation à l'entrepreneuriat et l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le monde de l'entrepreneuriat et l'accompagnement. Je suis toujours connecté avec ce monde-là aussi. Et puis, enfin, je termine par dire aussi que je suis un des membres, il y en a d'autres dans la salle, de la revue Entreprendre et Innover. Donc, vous avez un exemplaire dans votre sac consacré à la transformation numérique dans le monde de l'accompagnement. Donc, un numéro qu'on a coédité ensemble avec Alain Fayolle, Franck Barès, Wadi Lamine, Sandrine Lepontois a également été impliquée dans le projet depuis 2018 et je vais y revenir. Alors, en guise de contexte, par rapport à cette session, lorsqu'on a réfléchi pour l'organisation de cette session, on s'est dit finalement que la digitalisation n'en parle énormément aujourd'hui. Mais finalement, cette digitalisation, c'est un phénomène qui quand même dure et tient son ancrage dans, on va dire, au moins 2 décennies. La digitalisation est présente dans nos pratiques professionnelles, dans nos pratiques personnelles depuis plus de 20 ans. Et finalement, la dernière décennie a connu un développement notoire des outils, des méthodes de digitalisation. Je dis ça parce que c'est vrai que le contexte du Covid a tendance à ramener ces phénomènes de transformation à des temps courts en disant ben, ça a été révolutionnaire et radical, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier que cette digitalisation, elle est déjà sous-jacente depuis un certain temps. Et donc, quand elle est sous-jacente, elle est apparue dans la dernière décennie de façon encore plus saillante, en particulier dans les grandes organisations, dans les grandes entreprises, là où en fait finalement on a des grands mouvements, beaucoup d'interactions entre les personnes qui travaillent dans ces grandes organisations, mais ça peut être aussi des institutions telles que les hôpitaux et puis l'école. Et puis, elle est apparue peu à peu dans nos organisations un peu plus petites, de plus petite taille. Parallèlement, cette décennie, elle est aussi marquée par l'avènement d'un certain nombre de concepts, de mots, de notions autour de la start-up. Pour ne pas dire la Startup Nation, on en parle beaucoup, mais finalement, si on revient il y a 15 ans, le mot start-up n'était pas très répandu dans les langages courants. Et cette start-up qui elle, est adossée à une culture néolibérale, d'influence néolibérale, une culture individuelle, libertaire, dans laquelle on développe des croyances, des aspirations à changer le monde, transformer le monde par des solutions techniques radicales. Donc une culture qui a infusé, qui s'est accélérée au fur et à mesure que la décennie passait. Donc finalement, un monde en mouvement qui a été très fortement impacté par cette digitalisation. Mais alors finalement, le mouvement est tel que les réflexions sur, alors je ne sais pas dans vos structures, sur les objectifs, sur finalement qu'est-ce qu'on fait avec ces outils, qu'est-ce qu'on va, dans 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire avec ces outils, est-ce que ça redéfinit nos objectifs stratégiques dans nos structures, toutes ces questions-là, eh bien, elles sont aussi extrêmement présentes. Les organisations bougent beaucoup et bougent sans trop savoir parfois un petit peu comment remettre la boussole dans un bon ordre de marche. Et donc, pour exemple, la Cour des comptes en 2017, au sujet de l'arrivée et de l'impact de la digitalisation dans les écoles, soulignait 3 dangers majeurs encourus par cette digitalisation dans l'école. Premier danger, une absence de vision stratégique et d'objectifs clairs. Finalement, l'arrivée de ces outils, de ces méthodes, qui restent des outils, des méthodes, transforme notre manière de faire, mais aussi peut-être notre manière de voir et de nous projeter. Et donc, cette absence de vision est extrêmement perturbante. Et elle a été soulignée comme un des gros points faibles de l'éducation, donc par la Cour des comptes en 2017. Le deuxième point, c'est les inégalités. Des inégalités au terme d'infrastructures numériques, des inégalités en termes de connaissances, de formation, de maîtrise des usages. Et puis le troisième point, c'est une absence de connaissances sur finalement les effets psychiques, les effets émotionnels liés à un usage parfois intensif de la digitalisation. Donc c'est la Cour des comptes qui le soulignait déjà en 2017. Alors fort de ces constats, avec un certain nombre de collègues, donc dans la revue Entreprendre et Innover, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant d'essayer de faire un point sur ce qu'on sait, ce qu'on connaît, les réflexions qu'il y a autour de la transformation numérique dans l'accompagnement et dans l'éducation. Est arrivé ensuite le Covid, et le Covid a joué un rôle d'accélérateur qu'on a tous et qu'on connaît tous encore, qui transforme radicalement nos usages. Les premiers retours à la fois des enquêtes qu'on a pu mener autour, et puis le décryptage un petit peu de l'information, montrent en fait finalement, si on peut faire une sorte de synthèse, il y a 3 phases dans ce Covid qu'on a tous vécu
qui sont trois phases profondément différentes. La première, c'était le premier confinement, avec un état souvent de sidération qui est arrivé dans nos sidérations. Pardon, d'accord, entendu, excusez-moi. Donc un état de sidération, sidération devant le confinement, une sidération qui nous a poussé et qui nous a obligés à utiliser des outils avec des étoiles dans les yeux pour certains et de la terreur dans les yeux pour d'autres, qui se sont trouvés complètement affolés par ces outils dont ils n'avaient pas forcément l'usage, en tout cas coutumier. Une deuxième phase, c'est le deuxième confinement qui, lui, est plutôt placé sous le signe finalement de l'adaptation, de l'appropriation. On a fait avec ces outils, on a appris à s'en servir dans un laps de temps relativement court. Les marges de progression étaient absolument incroyables partout, quels que soient les univers professionnels. Et puis un troisième temps, le troisième confinement, qui est plus un temps d'acceptation. On n'a pas le choix, on doit faire avec. Et derrière l'acceptation, on sentait poindre également quelques petites lassitudes aussi. Alors des petites lassitudes qui se sont traduites par des gros débats entre finalement, est-ce qu'il faut qu'on accepte cette transformation telle qu'elle arrive, qu'on fasse avec, est-ce que la digitalisation va l'emporter sur toutes nos pratiques et qu'on va transformer radicalement nos manières de faire, ou alors est-ce qu'on va pouvoir composer avec? Et donc avec, s'accompagnant d'une sémantique qui nous est aujourd'hui familière, mais qui franchement, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, n'était absolument pas du tout connu partout, comme synchrone, asynchrone, distanciel, présentiel, des ritournelles finalement qui occupent notre quotidien aujourd'hui et qui font qu'on vit et on doit vivre avec. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est là pour pouvoir discuter de ce vivre avec le digital. Donc cet atelier, nous vous proposons qu'il se passe en 2 temps. 2 étapes. La première étape, c'est finalement, on va consister à réfléchir ensemble sur la place du digital dans l'accompagnement aujourd'hui. Quelle place ça occupe aujourd'hui? Et donc, je vais interroger mes collègues, bien sûr, là-dessus, mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse échanger ensemble autour de cette place du digital. Et puis, la deuxième partie de cet atelier sera consacrée plutôt au digital distanciel, regard critique. Finalement, quel regard on peut porter sur ces outils-là? Et qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça va générer dans le futur pour vous? Comment vous voyez l'avenir dans vos pratiques professionnelles avec cette digitalisation, pardon. Je terminerai juste par préciser que quand on parle de regard critique, ce n'est pas un jugement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juger si la digitalisation est bien ou mal, elle est là. Elle fait partie de notre quotidien. Ce sont des outils, on le redira certainement à de nombreuses reprises. Donc on n'est pas dans une optique de jugement, mais plutôt justement d'échange sur, puisqu'elle est là, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc j'en ai terminé pour cette introduction. Maintenant, on va entamer la réflexion ensemble autour de cette place du digital. Et puis je commencerai par poser une première question à nos invités au sujet de la digitalisation de l'accompagnement. Finalement, quand on dit digitalisation, c'est quand même un mot très général, ça, digitalisation. Alors, j'ai regardé ce matin pour la petite histoire dans le dictionnaire en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans la digitalisation? Et alors, le Larousse renvoie vers numérique en disant digitalisation, mais c'est un anglicisme. Et en fait, la digitalisation renvoie vers numérique, ce qui m'éclaire pas forcément beaucoup. Donc, je vous pose la question, chers invités, chers amis, qu'est-ce que c'est que la digitalisation de l'accompagnement aujourd'hui? Ça veut tout dire, rien dire. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qui veut prendre la parole? Aussi? Merci Olivier. La digitalisation, ça peut être tout simplement, si on voulait donner une définition, en tout cas la mienne, ce serait quel est l'usage que les utilisateurs font des outils numériques qu'ils ont à leur disposition. En préparant cette table ronde, Olivier, bien évidemment, j'ai réfléchi à la place du digital dans l'accompagnement, mais je me suis aussi demandé à partir de quand ou comment plutôt l'ADI a commencé à intégrer le digital dans sa relation avec son public qui est quand même très spécifique. Alors, assez paradoxalement, on a plutôt démarré sur notre cœur de métier, qui est le financement. On a commencé à mettre en place des outils digitaux pour faciliter l'accès au financement, en proposant un chatbot qui facilite la prise de rendez-vous en ligne directement,
On a proposé un espace client pour que les personnes puissent suivre facilement le remboursement de leurs prêts. Et donc, on a plutôt commencé à digitaliser notre relation via l'accès au financement. Plus récemment, finalement, c'est pas si récent que ça, parce que ça fait plutôt 5-6 années, on commence à digitaliser aussi notre accompagnement en proposant par exemple des webconférences, au moins 2 à 3 fois par semaine au niveau national, en proposant aussi des petites fiches pratiques qui sont disponibles sur notre site internet qui parlent de la création d'entreprise. Donc ça, c'est déjà aussi utiliser le digital finalement dans l'accompagnement. Et puis plus récemment, on a 2 expériences un peu significatives. Alors le hasard du calendrier a fait qu'en mai 2020, on a lancé sur notre site internet une plateforme d'accompagnement qui s'appelle Je construis mon projet, qui permet de construire son business plan en ligne gratuitement, de manière ludique, pédagogique, de telle sorte à ce que les personnes puissent avancer à leur propre rythme et surtout que le parcours puisse être un minimum gamifié et donc essayer de simplifier au maximum ce qui est considéré comme complexe dans le milieu de la création d'entreprise. Une autre expérience peut-être un peu plus significative, là encore très récemment, il y a quelques mois, on a commencé à se lancer sur des formations 100% digitales auprès de publics spécifiques sur le développement de leur activité en ligne. Donc là, pour le coup, c'est un parcours assez logique. Et donc là, on commence à avoir quelques premiers retours d'expérience et je pense qu'on va pouvoir en parler tout à l'heure sur les limites et les avantages de ces différents exemples, illustrations. Merci. Merci, je prends la suite, Sine. C'est vrai que, alors, pour moi, je vais aborder la digitalisation de l'accompagnement comme l'usage du numérique dans l'accompagnement, là où peut-être avant, on utilisait uniquement du présentiel, ou en tout cas, on n'utilisait pas des outils numériques. Et la question qui se pose derrière, c'est en fait l'accompagnement, c'est aussi un certain nombre d'activités. Il n'y a pas une forme d'accompagnement, il y a plusieurs composantes. Et du coup, qu'est-ce qu'on digitalise? Est-ce qu'on digitalise et on utilise le numérique au niveau du pilotage de l'accompagnement, au niveau de la relation individuelle, au niveau de la formation, à tous ces niveaux-là? Nous, chez Enactus, on a un petit peu comme vous au départ, hein, elle a dit, mais en tout cas, on a abordé cette notion-là à travers la première chose qu'on faisait avec nos bénéficiaires et le premier besoin qui était de la transmission. On est sur un public qui est, nous, des jeunes, des étudiants, donc en fait qui n'ont aucune culture ou qui découvrent vraiment l'aventure entrepreneuriale et l'engagement sociétal. Et donc notre enjeu, c'était de se dire très vite comment on les forme, comment on leur transmet des connaissances, les outils nécessaires pour les accompagner. On faisait ça jusqu'en 2016 à travers des ateliers sur tout le territoire. Et donc, les équipes, moi à l'époque qui était accompagnateur, je me déplaçais et j'allais animer des ateliers pour expliquer comment penser un business model de manière sociale, environnementale, comment mener une phase d'étude de besoin, d'immersion sur son territoire, comment penser un budget, voilà, toutes ces choses-là qui étaient de transmettre vraiment les outils nécessaires pour démarrer à nos jeunes. Et ça, c'était le principal de nos activités. Jusqu'à 2016, en tout cas en présentiel. Et à partir d'un certain moment, et c'est venu d'un besoin d'ailleurs de nous accompagner, ils nous partageaient le besoin que finalement, quand ils ne pouvaient pas être là sur une formation qu'on animait dans une ville ou sur un séminaire ou un bootcamp qu'on organisait, etc., ils avaient quand même besoin d'accéder à cette information. Alors on a commencé à se dire, mais comment on peut rendre accessible sans que nos bénéficiaires dépendent de nous, accessible ce contenu-là, accessible cette transmission de savoir-faire et de savoir entrepreneurial. Et c'est ça qu'on a commencé par numériser. Alors au départ avec vraiment un outil très simple, hein, c'était l'équivalent d'un Drive comme on peut le connaître aujourd'hui ou d'un Google Sheet, enfin vraiment quelque chose de basique. On déposait nos fichiers et puis ils avaient accès au contenu PDF de nos PowerPoint, etc. Et puis petit à petit on s'est dit dans une logique aussi et dans une vision stratégique de rendre plus accessible sur tous les territoires notre accompagnement et ce qu'on sait faire, comment est-ce qu'on peut formaliser quelque chose à travers et grâce au numérique en créant un outil de plateforme qui s'appelle du coup Enactus Academy aujourd'hui et qui va recenser tout notre savoir-faire et qui va s'occuper pour nous de transmettre le contenu pour que nous on puisse faire autre chose et que en fait et je pense que vous y êtes confrontés, en tout cas nous c'est l'enjeu, c'est que à travers l'accompagnement en fait ce qu'on donne et ce qu'on propose à nos bénéficiaires c'est du temps
et du coup, comment en fait ce temps qu'on donne, il est consacré à d'autres choses et on y reviendra, je pense, après. Et du coup, on a petit à petit prototypé une première version d'une plateforme, puis une seconde, une troisième. On s'est planté, on a fait des erreurs aussi, on a appris de ça pour permettre à ce que aujourd'hui, n'importe quel porteur de projet qui souhaite se lancer et bénéficier de ces ressources-là puisse en autonomie et sans notre propre intervention se former à tout ça. Merci, merci Jérôme. Donc, si j'entends un petit peu ce que vous faites remonter autour de cette question, j'entends deux choses, c'est que vous partez des usages pour essayer de développer des outils, et puis j'entends une plateforme, une plateforme avec un prototypage, une construction progressive de vos outils par rapport à la réalité du terrain, par rapport aux usages. Ça, c'est ça. Ouais, complètement. Ok, alors Jean-François, qu'est-ce que ça veut dire la digitalisation? Alors, si on doit revenir à la définition que moi je donnerais de la digitalisation, pour être simple, c'est utiliser la technique, la technologie, principalement effectivement l'informatique, pour vous simplifier la vie. C'est pas plus compliqué que ça. C'est d'industrialiser tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée humaine pour donner plus de place à l'humain. C'est pas pour faire dans la tendance et autres, c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que tout ce qui est rébarbatif et autres, ça doit être automatique. Pour donner plus de place à l'humain, pour optimiser vos processus, pour que vous puissiez bénéficier de vos ressources financières et humaines de façon beaucoup plus optimale pour avoir en fait finalement plus d'output, plus de rendu, plus d'efficacité à l'aide de ces technologies. Et c'est vraiment, pour moi, la chose essentielle, c'est de vous faciliter, fluidifier tout ce qui est rébarbatif et tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée humaine. Merci, je crois que c'est très clair. Hein. Ça va? Ça marche. Merci, monsieur le technicien. On va faire comme ça. Donc, je crois que c'est très clair, cette définition. Elle est très, très incitative, d'ailleurs, puisqu'on a tout intérêt à automatiser pour, je crois, développer un petit peu plus gagner du temps sur le reste. On y reviendra. Finalement, bon, c'est une approche assez générale, assez globale, mais concrètement, aujourd'hui, dans vos pratiques d'accompagnement, en deux mots, le distanciel, il sert à quoi concrètement? Vous avez parlé de plateforme, mais ça, c'est des outils. Mais puisque l'accompagnement, je pense qu'on est dans la relation avec des porteurs de projets. Et donc, finalement, ça sert à quoi ce distanciel qui est aidé par le numérique? On continue. En deux mots, justement, moi je dirais que le distanciel permet de modifier notre rapport au temps et à l'espace. Et en ce sens-là, en fait, ça permet de répondre à différentes problématiques. J'en vois surtout deux principalement. C'est la problématique de disponibilité. Nous, en fait, cette fameuse plateforme dont tu parles, Olivier, qui s'appelle Je construis mon projet, qui permet de construire son business plan en ligne, on l'a surtout monté pour des personnes qui étaient pas forcément disponibles pour se rendre en agence, pour être accompagnées physiquement. Et on pense notamment aux personnes qui sont salariées, qui sont plutôt disponibles en fin de journée, qui sont plutôt disponibles les week-ends, les moments auxquels les agences ADI finalement sont fermées. L'autre problématique, c'est la problématique potentiellement de mobilité. Une personne sur deux à l'ADI qui est financée vit dans un territoire fragile, soit dans un quartier prioritaire de la ville, soit dans des territoires ruraux. Et donc là, on est confronté aussi à des problématiques de mobilité pour pouvoir tout simplement se rendre en agence afin de bénéficier d'un accompagnement en physique. Donc je dirais que c'est ces deux éléments, c'est ce rapport au temps et à l'espace qui est modifié et que permet le distanciel. Je rejoins tout à fait ce que Cosine a partagé, de la même manière pour nous, gain de temps et accès à la mobilité. Si je devais ajouter quelque chose, c'est que, en tout cas nous, par rapport à l'outil qu'on a développé d'un point de vue pédagogique, il y a vraiment aussi la notion de sortir d'un cadre de programmation dans l'accompagnement. C'est-à-dire je suis une programmation avec un parcours donné et en fait tous mes porteurs de projets suivent le même cursus pour arriver à un parcours plus à la carte selon les besoins et s'adapter justement au rythme et aux étapes d'avancement de chaque porteur de projet puisque ça en fait c'est fait en ligne sur la plateforme et selon les enjeux rencontrés.
Donc voilà, je peux rajouter cet élément-là. Merci. Donc j'entends disponibilité, mobilité, personnalisation à la carte. Oui, donc j'adhère tout à fait à tous ces points-là. Ce que je dirais en plus, c'est que ça permet d'interagir. C'est-à-dire que si le système est bien fait, tout le monde y a accès et on peut interagir ensemble, on peut avoir accès à l'information et on peut surtout matérialiser tout ce qu'on réalise. Et comme on parlait dans la session, je ne sais pas si vous y avez participé, mais de l'intelligence artificielle, c'est en fait ce souci d'avoir de bonnes données. Parce que les bonnes données, si vous pouvez les analyser, vous pouvez en faire des choses intelligentes. Vous pouvez vous dire, ah tiens, qu'est-ce qui ne marche pas. Vous pouvez capitaliser sur toutes ces données. C'est-à-dire, tiens, ben voilà, on va ressortir des informations sur les tendances, sur ces choses-là. Alors, il ne faut jamais mettre des personnes dans des cases, ça c'est certain, parce que je pense que les gens qui ont créé des Google, Amazon et autres sont tout à fait hors case et ont un certain succès. Alors, on adhère ou on n'adhère pas. Mais en tout cas, ça permet de matérialiser tout ce qu'on fait, de faire un suivi du processus. Ça permet aux personnes de savoir où elles se situent, d'avoir accès effectivement à des outils au moment où ils veulent. Tiens, je vais me lancer, je sens aujourd'hui, je vais faire mon business model. Ah, ben, le cours de business model est dans 2 semaines. Ben, ça ne m'arrange pas. Si je peux avoir une vidéo de comment faire mon business model, ben, j'avance tout de suite. Et donc, c'est plus à la carte, effectivement. Mais c'est surtout cette interactivité, cette matérialisation, ce know qui reste, qui est utile à tout le monde. Tiens, je suis coach, je vois où en est mon porteur de projet, quand est-ce que je l'ai vu la dernière fois, quelles sont les actions qu'il a générées, où il en est dans son processus, boum, tout de suite je suis opérationnel, je suis efficace. Je ne dois pas aller chercher dans mes notes, moi j'écris comme un cochon, je me perds toujours dans les notes que j'ai retrouvées, je ne sais plus ce que j'avais dit il y a 15 jours, et en fait ça permet de fluidifier, faciliter, matérialiser les choses, et d'en faire après de l'analytique, et ressortir toutes vos statistiques, reporting, et tout ça automatiquement. Comme ça, vos élus, l'Europe, tout le monde est très content, ils ont leur beau tableau, c'est vérifiable, c'est facile, mais vous ne devez plus vous casser la tête à le faire vous-même. Merci, ça fait rêver quand même, hein. Alors, si on passe du rêve à la réalité, je vais m'adresser à vous aussi, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit et est-ce que ça résonne chez vous c'est-à-dire, si je résume, la digitalisation se fait par des usages, par l'expérience, via des plateformes notamment, qu'on prototype, qu'on développe, et puis ça génère de la disponibilité, mobilité, personnalisation, efficacité, fluidité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires autour de ce qui vient d'être dit? Oui. On va vous donner un micro. Oui, bonjour, Virginie d'Île-de-France. Je dis ça parce que... Est-ce que ça marche? Ma question par rapport à la disponibilité, c'est qu'on voit depuis ces dernières années, en fait, toutes les plateformes qu'on fleurit, on a effectivement intégré des processus pour gagner du temps, notamment autour de la mobilité. Mais comment vous réglez le problème du manque d'usage chez les utilisateurs? En fait, qui prennent de la disponibilité, en fait, au lieu de les accompagner sur leur projet, on les accompagne sur l'utilisation des outils pour mener à bien le projet. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, voilà, c'est une question, comment vous réglez ça pour que ce soit bien efficace? Alors, évidemment, une excellente question. Et c'est pour ça que ça doit être bien fait. Si ce n'est pas bien fait, vous allez perdre du temps. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, il y a une certaine ingénierie à se dire, tiens, comment on va faire pour que ce soit simple, que l'accessibilité soit immédiate et que vous ne vous perdiez pas dans 100 000 outils. J'ai des tas d'exemples concrets dans ces 10 ans d'expérience. Récemment, j'ai un réseau d'incubateurs d'une banque qui me dit, tiens, j'ai pas besoin de ton outil, moi j'utilise Slack pour ça, Eventbrite, Google Sheet et tout ça. Très bien, mais donc ces porteurs de projet, ils sont perdus. Ils ne savent plus où ils doivent se loger, quels sont leurs logins, leurs mots de passe et tout ça. Donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit centralisé, il faut que ce soit très ergonomique.
c'est excessivement important parce que ça doit vous faciliter la vie. Si ça vous complique la vie, c'est raté, ça d'office. Et donc, il faut une simplification, une centralisation et un usage simple. Notre grand principe, c'est keep it simple and stupid. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Je suis entièrement d'accord avec votre constat et effectivement, en fait, c'est un peu problématique. Et si je devais ajouter quelque chose, certes, il y a la simplicité, il y a aussi se poser vraiment la question de est-ce que l'outil que je mets en place ou est-ce que la solution que je propose, qu'elle soit numérique d'ailleurs ou pas, est-ce qu'elle répond à un besoin précisément? Et quel est ce besoin-là? En fait, il y a souvent un enjeu de compréhension du besoin. C'est vrai qu'on voit fleurir un tas de plateformes et souvent la solution d'ailleurs on pense numérique, on pense plateforme. Et moi je me dis assez pour dire que en fait c'est pas toujours une plateforme dont il y a besoin, c'est pas forcément ça qui est nécessaire. Là je prends un exemple très concret, mais on travaille sur un nouveau programme pour former des enseignants à transmettre nos méthodologies, etc. Et effectivement tout de suite on s'est dit on va pouvoir faire ça en distanciel, on va faire ça en plateforme. Et puis en fait on a prototypé des choses très efficaces, très simples, très rapides aujourd'hui, qui nous amènent à la conclusion que c'est peut-être pas d'une plateforme qu'on va. On ne sait pas encore, on est encore en étude dedans, mais c'est peut-être pas une plateforme en fait la solution. Donc il y a vraiment ce point d'alerte-là, de la même manière sur la plateforme que beaucoup de monde a développé au niveau des outils pédagogiques. On a voulu intégrer au départ une plateforme tout en un avec un espace communautaire pour discuter, un espace pour voilà, plein de choses en fait, j'ai plein de choses et puis on s'est rendu compte que c'était pas exactement, on avait mal compris les besoins et qu'en fait du coup on a ensuite présenté une V2 qui était beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple pour nous, mais qui répondait spécifiquement à l'enjeu de notre public qui était d'accéder partout et à n'importe quel moment à nos outils pédagogiques. Et le reste en fait qui était un peu notre idéal, on se disait ça va marcher et ce serait génial d'avoir un outil comme ça. Ce serait peut-être génial, mais c'est pas ce qui est demandé par l'utilisateur et le bénéfice. Je pense qu'il y a vraiment la notion de vraiment s'attaquer à l'enjeu au départ et aux besoins des bénéficiaires pour créer un outil qui est adéquat. Ce que disait Jérôme, et peut-être pour ajouter un point supplémentaire, c'est qu'il faut aussi penser à bien intégrer les futurs utilisateurs dans la construction de l'outil, parce que quand on construit un outil qui ne répond pas à leurs besoins, c'est pas du tout pertinent, et donc en les intégrant dès la construction de ce futur outil, on s'assure de répondre au moins une grande partie de leurs besoins. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est de ne pas rendre obligatoire non plus cet accompagnement digital. C'est-à-dire qu'il faut toujours pouvoir laisser la possibilité à la personne, si elle le souhaite, de rentrer en contact avec un humain, tout simplement, de pouvoir prendre un rendez-vous avec une personne qui va pouvoir l'accompagner sur son projet. Merci. Alors, bonjour Stéphane, je suis de l'Université Jean-Monnet Saint-Étienne. Si je comprends bien, dans ce que vous présentez sur le digital, moi je vois 3 temps. Donc il y a un temps avant qui est la mise à disposition de contenu, et effectivement avec vos différentes plateformes que j'utilise, entre autres celle d'Enactus ou celle de BSB de temps en temps. Il y a un pendant avec la disponibilité, avec des face-à-face plus rapides. Le mot disponibilité va bien. Et puis il y a un après dans l'analyse et dans la construction de data, voire de data mining. Donc on a une approche que je trouve très gestionnaire, d'optimisation. Et la question que je me pose, c'est quelle est la part finalement dans ce fonctionnement de l'informel, de l'innovation, de la créativité, de l'inattendu, qui est quand même une dimension importante dans l'entrepreneuriat. C'est important de le savoir. Entendu, on va faire comme ça, puis à ce moment-là, on va se le passer dans la salle, on se déplacera. Qui veut répondre à cette question? Non, alors, merci beaucoup. J'adhère complètement. C'est-à-dire que, en fait, ça doit juste être de nouveau un outil pour simplifier.
le chemin qu'ils vont prendre dans tout ça, c'est tout à fait ouvert. C'est juste un support pour matérialiser, tiens, ben voilà, tiens, ben, c'est une bonne idée, la fois prochaine, voilà les 3 actions pour mettre cette idée en place que tu dois réaliser. Ça, on va matérialiser dans le système, comme ça, on n'oublie pas les petites étapes qu'il faut faire pour avancer. Mais je pense que c'est pour ça, c'est pas un chemin tout tracé d'étapes figées avec des contenus uniques. C'est justement, c'est de laisser la liberté, mais de matérialiser ça. Parce que la bonne idée qu'on a aujourd'hui, on l'aura peut-être oubliée aussi demain ou après-demain, parce que comme vous savez, les entrepreneurs, on a 1000 choses à décider par semaine. Et donc, ça permet de saisir l'info. Et je pense qu'il faut laisser totalement ouvert, effectivement, le chemin, qu'est-ce qu'on va notifier, tout. Et je rejoins mes collègues, et ça, c'est excessivement important, et il faut le dire, c'est qu'un système bien fait, il est utile pour tous les gens qui l'utilisent, parce qu'alors ils l'utilisent. Et je dis, ben voilà, si c'est ergonomique et bien fait pour avoir les contenus que je dois faire voilà, des choses plus techniques, mon business plan, mon business model, mon tableau financier et autres, ben si j'ai l'accès facilement, ben je le réalise assez facilement. Si je suis coach et que j'en coach 50, ben c'est chouette de vite revoir, tiens, je vois lui dans 5 minutes, quand est-ce qu'on s'était vu la dernière fois, quels étaient les éléments peut-être très créatifs qui avaient émergé de la dernière réunion. Je suis entrepreneur, je sors d'une session de coaching, en ligne ou pas en ligne, je suis super enthousiaste, et puis souvent, quand on a passé la porte, so what? Ok, je suis reboosté, mais je ne sais plus par où aller. Ben de nouveau, là, j'ai mon dossier, on a partagé mes 3 actions à faire et tout ça, je peux me raccrocher à quelque chose. Je pense qu'il faut en tout cas laisser totalement, effectivement, le chemin libre et autres, mais l'outil doit aider à ne pas se perdre dans ce chemin, aussi créatif soit-il. En tout cas, la question, effectivement, elle est importante, parce que tout doit être prédictif. Est-ce qu'on doit entrer dans un processus où tout se sait par avance, où on sait que l'entrepreneur va passer des étapes en étape jusqu'à la création comme ça de façon linéaire? C'est bien que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe, qu'il y a énormément d'incertitudes, il y a énormément de changements, il y a énormément d'évolutions. Donc comment conserver cette marge de liberté d'accompagner, mais aussi la liberté de pouvoir développer son projet, prendre des virages, bifurquer, pivoter, lorsqu'on a besoin ou envie de pivoter, de bifurquer. Donc ça, c'est effectivement une vraie question. Il y a une question aussi dans le fond de la salle. Vous m'entendez du coup? Très bien. Ok, parfait. Yael Bocquet, CMA Auvergne-Rhône-Alpes et Entreprises et Numérique. On parle beaucoup d'outils. Tout à chacun sait qu'il y en a tout autour du ventre, de la visio, du diag et autres. Moi, j'avoue qu'avec le confinement, on a essayé de travailler de manière empirique et je trouve qu'aujourd'hui, on manque de méthode dans le séquençage. Je trouve que le digital est une formidable opportunité de mieux travailler avec les porteurs de projets. Par contre, on tâtonne encore, quoi. Je pense notamment à la formation. J'entendais tout à l'heure que vous évoquiez la transposition d'une formation en digital. Force est de constater que c'est un art dont je ne suis pas doté, ou de compétences dont je ne suis pas doté, dans le sens où on ne peut pas intrinsèquement transformer ou transposer une formation présentielle en distanciel, dans l'animation, dans la dimension ludique, dans le parcours. Donc, si vous aviez des préconisations, notamment sur cet aspect formation, ou plus largement sur l'accompagnement, si vous aviez quelques, on va dire, bonnes pratiques sur le comment faire, parce qu'en soi, les outils, on les a, que ce soit Zoom ou autre, enfin tout un tas de plateformes. Comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on tâtonne encore et on cherche encore de la bonne solution. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Je vais vous répondre deux choses en fait dans votre question. Et en tout cas, j'apporterai 2 éléments de réponse. Il y a effectivement la question de savoir si vous êtes compétent ou pas sur ce domaine-là. Non, en fait, on est vraiment nul, hein, voilà, on part de rien.
Nous, c'était notre domaine d'expertise et c'est ce qu'on sait faire historiquement. Donc, c'est vrai que ça a été plus simple pour nous, même si je ne vous cache pas qu'en fait, notamment au moment du. Alors, heureusement, on avait anticipé depuis 2017, on avait déjà ces usages-là, mais voilà, premier confinement, on s'est tous posé les questions de comment on faisait, on s'est tous partagé des pratiques entre structures d'accompagnement. Enfin, voilà, même dans les personnes qui maîtrisent ces sujets-là, il y a eu énormément d'incertitudes, etc. Et donc, pour moi, il y a un peu deux manières de répondre. Soit on a envie d'y aller, c'est un sujet qui nous intéresse, on veut y dédier du temps parce qu'en fait, on veut développer une expertise. Et donc, on y va à tâtons et on y va petit à petit. En tout cas, moi, j'ai une approche, et chez Lactos, on a une approche très empirique, de la même manière. Mais on va tester des petites choses en construction avec les porteurs de projet, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne. Ça, c'est la première manière de voir. Soit, en fait, c'est un domaine sur lequel on ne peut pas aller parce qu'on a d'autres enjeux, du temps, du coût, etc. Et dans ce cas-là, c'est de se dire comment je fais appel à un outil ou une structure qui va pouvoir synthétiser ça pour moi. Et aujourd'hui, de plus en plus, mais voilà, outils en fait clés en main qui me permettent de faire ce travail-là. Parce qu'il y a une petite expérience d'un utilisateur qui va être la plus adaptée, etc. Donc, c'est pas la voie qu'on a choisie parce qu'on avait déjà cette expertise de côté. Et en plus de ça, on avait quelque chose qui soit personnalisé à 200% et qui correspond parfaitement et qui est spécifique. Voilà, si c'est pas un enjeu, il y a des outils numériques qui mettre du contenu pédagogique. Je peux parler de ma petite en fait, qui sont des outils un peu clés en main de cette aspect. Vous m'entendez? Pardon. Non. Ah. Ok. Bon, ça marche pas tout pour tout le monde, effectivement. Effectivement, comme l'a dit Jérôme, nous, elle a dit, quand on s'est dit qu'on allait commencer à proposer des formations 100% digitales, on a commencé par se former, déjà tout simplement, sur cette approche un peu d'hybridation de la formation, pour se re-questionner en fait de manière générale sur l'approche pédagogique qu'on voulait sur cette formation en particulier, et pour se questionner sur aussi le besoin de l'accompagné, du porteur de projet. À quel moment on va mettre du synchrone, de l'asynchrone, Olivier en parlait tout à l'heure, du distanciel, du présentiel, de l'individuel et du collectif, etc. Donc, reprendre tout le déroulé un peu pédagogique de sa formation et se poser ces différentes questions pour savoir comment on crée cette formation un peu hybride, quoi. En tout cas, c'est aussi une très bonne question que vous posiez. Je vous propose qu'on la garde pour la deuxième partie justement de l'atelier, parce que moi, ça m'interpelle quand même. Je me dis, finalement, est-ce que c'est le même accompagnement qu'avant, avec l'accompagnement distanciel, la formation à distance? Est-ce que c'est vraiment la même formation qu'en présentiel? J'aimerais bien vous entendre là-dessus et je vous propose qu'on en reparle juste après une dernière question, madame. Qui d'ailleurs se rapproche un petit peu de ce que vous venez de dire. Isabelle Meriadec, actuellement initiative Narbonne, mais je vais parler de quand j'étais à la BGE, que je faisais de l'accompagnement. Parce que pour moi, la digitalisation, ce ne sont pas que des outils ou des process qu'ensuite on peut mesurer, mais c'est aussi à cause des confinements, quand on a été obligé de faire de l'accompagnement en distanciel, de nombreux porteurs de projets m'ont dit mais on préfère vraiment être en face à face avec vous parce qu'il n'y a pas le même ressenti, on ne perçoit pas les choses de la même manière et c'est vrai que quand on donne des conseils par exemple sur le développement marketing ou sur la com, j'ai l'impression qu'en présentiel, on ressent mieux si la personne va vraiment adhérer ou si ça répond vraiment à son besoin ou si finalement c'est pas tout à fait ça qu'elle attendait et ça j'ai l'impression qu'à cause de l'écran je le ressens pas et inversement. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti. Merci pour ce témoignage qui est très, très éclairant. Avant de vous laisser la parole, chers collègues, on va passer justement dans cette deuxième étape, là maintenant d'atelier, sur ces regards critiques qu'on peut apporter autour de la digitalisation. Critique, là encore, je le répète, c'est-à-dire à la fois ce qui permet l'accompagnement, quoi, la digitalisation permet l'accompagnement, voire même développe, ou pour reprendre un mot d'hier, augmente, pourquoi pas, l'accompagnement, mais en quoi aussi elle peut constituer un véritable frein. Et donc j'aimerais vous entendre là-dessus, y compris dans la salle au travers de vos pratiques quotidiennes. Qui veut commencer? Mais donc pour répondre à votre question aussi, moi je reste convaincu que
il faut utiliser les deux. C'est-à-dire que le digital ne remplace pas le physique, heureusement. Comme on n'industrialisera jamais votre métier, heureusement. Votre métier, c'est savoir, en fonction de la personne, de où elle en est, de son environnement, de tout ça, qu'il va falloir prendre cette étape-là. Et quelqu'un avec le même projet, le même âge, la même chose, mais un environnement différent, dans un marché différent, va avoir tout à fait un autre chemin. Donc c'est ça la compétence de votre métier, et ça, c'est pas industrialisable. Alors peut-être qu'à terme, avec l'intelligence artificielle mondiale, il y aura peut-être des pistes, mais même, on ne remplacera pas, et heureusement. Et ce que je voulais dire aussi, effectivement, c'est que il y a une pédagogie à adapter. C'est sûr qu'on n'enseigne pas de la même manière, on ne propose pas de la même manière en physique et en digital. Ça, c'est de la pédagogie. Je suppose qu'effectivement, il y a certainement des guides de comment bien transmettre un message en ligne et autres. Je ne me connais pas bien. Je connais mieux aussi la digitalisation d'un processus qui n'est pas la réplique d'un processus papier en digital. Et donc là, il y a un vrai travail initial de faire, OK, vous faites comment, pourquoi? Et ce pourquoi, comment on va le faire en digital d'une autre manière? Parce que sinon, ça ne va pas optimiser les choses, ça ne va pas faciliter les choses. Donc, il a changé sa pédagogie, il a changé peut-être son processus, parce que la digitalisation amène d'autres choses. Là où je tout à fait sur ce que tu viens de dire, et pour ajouter quelques éléments, là où nous, ça a vraiment changé la manière d'accompagner, c'est qu'on a changé de posture dans l'accompagnement. Moi, avec ces équipes, on a accepté un petit peu de changer la manière. Là, moi-même, transmettre du contenu, j'ai animé un atelier sur le budget avec une équipe et aujourd'hui, la posture de nos accompagnateurs, l'équipe d'accompagnement, elle est plutôt de guider, d'orienter, de faciliter, de venir challenger ce qui a été fait, et en fait de renforcer un bien individuel, parce que c'est beaucoup plus personnalisé, et c'est d'autres compétences. Et on a fait le travail de se former, d'avancer là-dessus pour développer ces compétences-là, et pour être en posture vraiment de facilitation. Et donc, une équipe, à l'époque, un exemple très concret, mais voilà, qui avait un enjeu à travailler sur le budget. En fait, elle a pu faire tout le menu, tout ça, en ligne, etc. Et en fait, il y a peu de valeur ajoutée à ce que je leur apporte des éléments qu'elle peut trouver par exemple. Par contre, quand on s'est retrouvés, on a travaillé 2 heures sur le budget qu'elle avait fait pour analyser les points éventuellement d'attention, les points d'alerte, challenger certains aspects et repartir avec plein de questions et puis aussi plein de choses revenues, plein d'éléments à mener par la suite. Donc c'est là où c'est super intéressant, mais ça change la posture, ça change un peu le métier, sans évidemment remplacer le rôle de l'accompagnateur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je passe très rapidement, mais c'est vrai que du coup, ça a impliqué de mettre en place des systèmes d'information, une manière d'analyser, de collecter le parcours des porteurs de projets plus précis avec des outils numériques. Donc, du coup, on a pu travailler sur la manière dont on pilotait le reporting, les activités avec cette plateforme, avec d'autres outils. Et donc là, je me mets aussi encore une fois sur le fait que voilà, ça nécessite aussi d'intégrer ça dans plutôt tout ce qui est pilotage de l'accompagnement. Ça demande de changer un petit peu la manière de faire et de renforcer tout ce qui ces éléments-là qui sont intéressants de toute façon à penser et à Merci, mais alors du coup, j'entends les messages qui sont passés. Alors j'entends reporting, j'entends process, mais j'ai entendu aussi des questions autour de l'humain. J'ai entendu tout à l'heure des choses autour de l'incertitude, de la spontanéité. Alors je m'adresse à vous tous. Finalement, est-ce qu'on peut conserver de l'humain dans l'accompagnement distant? Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et si oui, comment on peut conserver de l'humain dans l'accompagnement à distance? Où est-ce inconciliable? Et si on pouvait faire passer le micro, c'est super sympa. Il y avait une question ici, ou une intervention. Voilà, madame. Merci. Bonjour. Donc Florence Sonore, on m'entend bien? Je n'ai pas l'impression. Oui, on vous entend. Florence, donc CCI et Initiative, je suis une double casquette, donc en Bretagne.
Moi, c'est surtout pas une question, c'est plutôt un retour d'expérience, à la fois sur ce qui s'est passé avec les confinements. Et puis moi, je me suis jetée à corps perdu dans les webinaires, dans les supports qu'on avait aussi, à la fois Initiative et CCI, donc toutes les plateformes. Et j'y ai trouvé un grand intérêt. Et de temps en temps, effectivement, on avait des réflexions sur on a besoin d'humains, on a besoin d'humains. Et on y est arrivé, en fait. C'est vrai que le présentiel, ça ne se remplace pas. Et en même temps, les outils nous servent parce qu'en fait, on va être à la fois plus accompagnant et à la fois plus technicien, plus accompagnateur. Donc pour notre métier, c'est enrichissant. Moi, je trouve ça extraordinaire. Après, dans les outils, les constructions d'outils, je pense qu'il ne faut pas oublier les accompagnants, parce qu'il y a les bénéficiaires, mais nous aussi, on est des bénéficiaires finalement. Et quand c'est bien fait, c'est vraiment super. C'était un petit peu mon côté optimiste. C'est un petit peu ça. Il ne faut pas nous oublier, quoi. Voilà. Mais par contre, il y a l'accompagnateur, vraiment le technicien, on en parlait hier. Donc là, là, on a vraiment cet aspect métier. On devient des réels experts. Ça, c'est génial, parce qu'on est obligé d'aller plutôt, comme on a de la matière, plus de matière avec les supports, et ben là, on va aller affiner, concrétiser le projet, et on est vraiment remercié pour ça. Désolée, je tremble un peu, mais je suis un peu émue. Et puis, du coup, ça, c'est bien. Et puis, l'accompagnant, oui, on est aussi en renfort là-dessus, parce qu'ils ont besoin de notre soutien moral. Il y a des moments de bas, de haut, hein, c'est toujours comme ça. Et puis toute cette itération qui est dans ces projets. Donc on est là pour ça, on est plus guide, on est plus coach. Donc je trouve ça extraordinaire. Merci pour ceux qui construisent ces outils. Bien, merci pour ce témoignage. Oui. Très intéressant. Alors, on va parler aussi des effets générés par l'accompagnement digitalisé justement après. Et donc vous avez commencé à amorcer le sujet, c'est très bien. Merci. Merci pour vos interventions. Moi aussi, là où j'aurais voulu apporter un petit témoignage, c'est effectivement l'outil en tant que formation pure, en tant que transmission de contenu, oui, mais en termes d'apprentissage, d'appropriation justement de ces contenus, sur le faire, le faire ensemble, l'entraide, la créativité, intelligence collective, etc. Là, l'outil, voilà. Merci pour votre témoignage. Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Et vous donner un regard sur comment on met des choses en place. Dans notre accompagnement, il y a deux composantes qui sont indispensables pour la complémentarité avec ce qu'on met en place pour le digital. C'est un accompagnement qui est individuel. Tous les porteurs de projet ont une relation individuelle en présentiel, sauf cas Covid, mais ou en distanciel quand c'est pas possible. Mais voilà, pour être dans déjà l'accompagnement et la réflexion, et parfois aussi pour faire avec. On pousse nos équipes d'accompagnateurs à aller sur le terrain, faire avec et aider au passage à l'action. Et on a même mis en place cette année des permanences dédiées dans nos hôtels pour les porteurs de projet sur place avec nous, travailler en la notion de s'approprier et là ils viennent travailler avec nous. C'est hyper important. Et voilà, il n'y a pas tout digital d'un côté, potentiel de l'autre. C'est vraiment le mix à trouver. Oui, comme à l'université où on a quelque chose à lire en avance avant le cours pour avancer, optimiser comme vous disiez. Mais l'apprentissage et le collectif, ça me semble irremplaçable. Ouais. Voilà. Alors, il y avait aussi une intervention dans le Merci. Est-ce que là, on m'entend bien? Oui, on vous entend. Super. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Colin du réseau de Pépites. En l'occurrence, par rapport à votre question, effectivement, et les témoignages sur quelle place a l'humain en ligne, moi, ce que je pourrais dire, par exemple, et ça fait lien avec les ateliers, par exemple, d'intelligence collective, c'est qu'effectivement, il faut chercher, à mes yeux, à voir quel va être l'impact de l'humain, qu'est-ce qui va être bon dans le comportement humain, qu'est-ce qui va être bon dans le comportement, finalement, digital, ordinateur, et qu'en fait ces deux choses-là, il faut chercher à voir comment les faire travailler à mes yeux au mieux ensemble, parce qu'il y a des belles choses à faire. Par exemple, sur des ateliers d'intelligence collective,
travailler avec des outils en ligne peut permettre par exemple d'avoir une structure beaucoup plus forte à l'atelier, d'avoir du coup des ateliers qui vont être plus guidés, plus structurés, plus outillés aussi, avec au lieu de passer des post-it, au lieu de passer par des outils qu'après il faut tout de suite recopier au tableau, ce genre de choses. Ces choses qui peuvent être automatisées peuvent permettre sur le moment de gagner du temps, de gagner en lisibilité, de gagner en compte rendu aussi. Il n'y a pas besoin à la fin de repasser par un temps de compte rendu, et qui ainsi peut permettre de faire un atelier, à mes yeux, plus qualitatif, avec, pour le coup, l'humain et l'interaction qui peut être accrue justement sur l'aspect, maintenant qu'on a une bonne structure, ça va permettre avec une bonne structure, ça permet d'avoir juste l'échange qui est qualitatif et la structure qui est déjà imposée par l'outil. Et ça permet notamment, à mes yeux, de faire en sorte que on ne s'en sort pas tous et tous de la même manière en présentiel, en distanciel. On ne va pas avoir le même tact, le même contact humain. Et par exemple, effectivement, tout à l'heure, on voyait il y avait les témoignages de ça nous manque de retrouver des personnes en présentiel, ça nous manque de se retrouver à nouveau avec vous dans l'accompagnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu entendre pendant 1 an et demi. Il y a plein de gens qui sont arrivés à Procréa en se disant mais c'est trop cool, enfin on se retrouve en présentiel, enfin des tables rondes. Et hier après-midi, des personnes qui n'en pouvaient plus d'être sur leur chaise avec des tables rondes interminables qui n'étaient pas du tout appréciables. Et d'un coup, on se disait mais mince, pourquoi est-ce que je ne suis pas derrière un ordinateur? Au moins, j'aurais pu faire mes mails. Donc c'est vrai que d'un coup, on se rend compte que voilà, ça peut nous manquer pendant 1 an et demi, et puis d'un coup se dire c'est pas si pire parfois aussi. Donc à mes yeux, il faut chercher à voir effectivement quels sont les apports que peut avoir le distanciel et s'arrêter à ces apports-là pour que ce distanciel et la partie en ligne ne prennent pas le pas sur tous les côtés humains qui peuvent quand même avoir lieu, même en distanciel, avec les outils adaptés. Merci Colin pour ce témoignage. Et juste pour rebondir un peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on oppose souvent outils digitaux et présentiels. Nous, à l'ADI aussi, on utilise très souvent ces outils d'intelligence collective digitaux en présentiel. Rien ne nous empêche, en fait, aussi aujourd'hui, là, d'utiliser ces outils digitaux pour pouvoir, comme vous le dites, faciliter les éléments de compte rendu, etc. Et donc, c'est pour ça que les deux déjà ne s'opposent pas, et elles sont même totalement complémentaires. Et c'est aussi ce que nous a apporté finalement le confinement, c'est de se dire, on a des outils digitaux, et ils ne sont pas forcément utilisables uniquement en ligne, ils peuvent aussi être utilisés en présentiel. Et je pense que ça, c'est un enseignement aussi très important à en tirer. Et peut-être pour réagir aussi sur ce qui s'est dit, c'est vrai qu'effectivement, quand on est sur du distanciel, on lit plus difficilement le non-verbal, la communication comportementale, etc. Et c'est là où, comme disait Jérôme, finalement, l'animateur a vraiment un rôle à jouer de facilitateur. Et c'est pour ça qu'aussi, il est essentiel de mettre en place en parallèle de l'accompagnement plutôt individuel pour pouvoir approfondir certains sujets, creuser ou identifier des points éventuels de blocage pour pouvoir essayer de répondre au mieux aux besoins du porteur de projet. Merci. Le micro, là, ça, est-ce que vous pouvez... oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez le passer, s'il vous plaît? Juste avant et de vous laisser la parole, j'aimerais bien vous entendre dans la salle si vous avez une anecdote, un exemple, quelque chose qui vous a marqué soit récemment, soit un petit peu plus avant, durant le Covid, durant les confinements, sur cette relation entre l'accompagnement distanciel et le côté humain de ce qui s'est passé en fait. Quand vous êtes retrouvé en face d'un porteur de projet, par exemple, ou d'un partenaire, d'un financeur ou autre, derrière un micro. Ça nous intéresse aussi. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, Ludovic de l'ADI, ici, sur l'Occitanie. Moi, je me suis... en fait, c'est une question, mais aussi un constat. Le terme digitalisation est un terme qui peut faire peur, qui peut s'apparenter à une révolution numérique. C'est certainement le cas. Mais quand on regarde finalement ce qui se fait, on parle de contenu, on parle de support numérique. Donc, on peut ramener ça à Internet, l'essor d'Internet, que finalement, ce qu'on propose aujourd'hui en ligne, c'est quelque chose qui existait depuis déjà beaucoup de temps. Tout simple. La différence, c'est l'usage. Et il me semble que l'usage, ça a été révolutionné par l'essor de la fibre optique, par exemple, pour la vidéo, l'essor des smartphones également, pour les équipements.
Et du coup, pour accompagner cet essor-là, le terme digitalisation est sorti du lot. Et donc, je dois mettre en rapport justement digitalisation et équipement. Aujourd'hui, pour faire de la digitalisation dans l'accompagnement ou dans la relation de manière optimale et efficace, il faut aussi un bon équipement. Il faut que les gens soient bien équipés. Et malheureusement, on a encore des territoires en fracture numérique, des personnes qui n'ont pas l'équipement, qui n'ont pas d'ordinateur. Et du coup, ces publics fragiles, comment leur apporter un accompagnement digital aussi efficace que quelqu'un qui soit bien équipé? Tout le monde a aujourd'hui un smartphone, quasiment. Mais tout le monde n'a pas encore d'ordinateur, ou en tout cas ne sait pas aussi bien utiliser un ordinateur qu'un smartphone. Donc, la digitalisation, aujourd'hui, est-ce qu'elle est aussi considérée par rapport aux différents équipements qu'ont les gens, pour pouvoir la rendre aussi efficace et pas augmenter la facture digitale? Merci, très très bonne question. Alors ça c'est évidemment très très important. Je vous donne un petit exemple chez nous. On a installé notre système au Maroc dans un réseau de 85 structures d'accompagnement. Et en fait, quel était le problème là? C'est que là-bas, ils ont moins de PC, mais ils ont beaucoup plus de smartphones. Ça, c'est une chose. Et puis, les conseillers devaient aller dans des régions non connectées pour aller voir des porteurs de projets en agriculture et autres. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est l'outil qui doit s'adapter, effectivement. C'est-à-dire qu'on a fait une application mobile pour la saisie des rapports et des actions qui peuvent se faire offline. Et puis, quand ils rentrent online, ça nourrit le système. Et on a tout rendu sur un environnement responsive, donc qui peut être accessible par smartphone. Et pour vous donner le dernier exemple, nous, on a toute une série d'emails automatiques qui partent pour les invitations à des événements et tout ça. Ben là, c'était des SMS qui partaient parce que ils n'avaient pas d'email ou ils n'avaient pas d'ordinateur. Donc, il faut que les outils soient adaptés. Maintenant, je dirais aussi que, justement, tout ne doit pas se faire en numérique. Donc, s'il y a une capacité, il faut garder le présentiel. Mais si c'est bien fait et si c'est facile, si c'est utile, ça peut mettre le pied à l'étrier à des gens qui sont en fracture numérique et qui mettent le pied à l'étrier au numérique de par un accompagnement de qualité, facile à accessible, avec des outils dont ils disposent. Merci. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a à la fois des questions d'infrastructure, mais aussi de formation, d'accompagnement dans l'usage et en partant des usages de terrain, en partant des habitudes et des modes de fonctionnement sur le terrain. Je fais juste un lien avec, dans le numéro d'Entreprends Innover là, que vous avez dans vos sacs, il y a une revue d'ouvrage sur un rapport de l'INRIA qui dresse un livre blanc qu'ils ont mis à jour sur l'impact du numérique dans le monde de l'accompagnement et de l'éducation. Et vous verrez qu'effectivement, ces questions de désertification et d'inégalité dans les espaces et dans les territoires fait partie des questions qui sont extrêmement saillantes et qu'on retrouve à la fois dans l'éducation et l'accompagnement. Donc, parmi ces questions-là, donc des réponses telles que celle-ci constituent des enjeux majeurs aujourd'hui en termes de réflexion. Monsieur. Le micro arrive. Donc j'attends toujours vos anecdotes. S'il y a une ou deux anecdotes, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc vous demandiez des anecdotes et puis aussi comment se faisait le côté humain à travers les accompagnements en dématérialisé pendant le... Oui, pardon, je m'appelle Philippe Veillon du CREDER. Donc on fait de l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises sur différents types de marchés, que ce soit Pôle emploi, les travailleurs indépendants et ENA, Entrepreneurs Nouvelle-Aquitaine. Donc, en gros, je trouve qu'il y a eu différents types d'accompagnement en fonction aussi de la capacité des personnes à pouvoir se connecter ou non. Il y a des personnes qui étaient... ça ne leur posait pas de problème. Il y a des personnes pour qui il y avait de gros soucis, y compris parce qu'ils n'avaient pas d'accès à Internet, ou très peu. C'est-à-dire qu'on pouvait leur envoyer un email avec des pièces jointes, mais ils ne pouvaient pas fatalement se connecter sur de la visio. Le côté humain, moi, je trouve qu'il a été mis en avant à travers le côté... il a fallu beaucoup rassurer pour les personnes qui n'étaient pas très ancrées sur le côté Internet. C'est-à-dire que quand, par exemple, on demandait à des personnes d'installer Zoom pour
faire des visioconférences, qui avaient peur de les installer sur leur PC, etc. Donc personnellement, il a fallu que j'envoie des points exe pour faire installer TeamViewer, parce qu'il y avait des personnes qui ne savaient pas installer certains logiciels, donc il a fallu que je leur installe le logiciel à distance, etc. Leur montrer comment faire, puis au final, ça s'est répercuté à travers de la pédagogie, je leur montrais comment faire, donc du coup, ils ont eu un petit peu ce côté, maintenant on saura faire. Et après, il a fallu s'adapter, mais comme tout le monde l'a fait, hein, on a fait des visios à travers Zoom. Ceux qui ne voulaient pas l'installer, c'était à travers Jitsi en parallèle. J'ai même utilisé mon Messenger personnel pour faire des visios. Ça fait 3 outils différents, mais bon, globalement, les personnes étaient super contentes. Après, il a fallu que j'explique qu'à un moment donné, j'avais 3 réseaux en distanciel. C'était un petit peu... pas coûteux pour moi, mais coûteux pour les personnes, parce qu'il y avait des petits phénomènes de résonance, etc. Mais le côté humain, je trouve que globalement, on a tous été qui on était. On a juste retranscrit ça de manière numérique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on était bienveillant, où on faisait toujours attention aussi dans nos accompagnements numériques, fatalement, le côté humain a été et a continué à être exacerbé à travers ça. C'est juste qu'il fallait, à mon sens, rassurer un tout petit peu plus les personnes qui étaient clairement pas rassurées par l'outil Internet. Et j'allais dire, bon, il y a eu des confinements successifs, mais il y a encore des personnes qui sont clairement pas rassurées dedans. On le voit, il y a des personnes qui sont clairement pas rassurées et qui n'arrivent pas forcément à utiliser certains outils type, je pense... à Word ou Excel, qui sont des outils qui nous parlent, mais certaines personnes ne le font pas. Et j'en profite, je vais faire une petite pour le côté passeport, mais il y a Johan Prier qui s'occupe du CREDER, qui a mis en place justement un outil digitalisé à travers le passeport, qui a permis aussi à un moment donné de révolutionner ce côté, je ne sais pas utiliser Word ou Excel. Et en gros, on peut même le remplir depuis son portable en dictant les choses. Ce qui fait que des personnes qui avaient ce trouille viscérale de l'outil ont pu travailler correctement sur ces accompagnements. Allez, très rapide. Mais sur vraiment le adapter cet outil à son public, je crois que c'est ça qui est important de retenir. Et même sur un public très connecté, je ne parle pas de fracture numérique, mais je parle des étudiants avec qui nous travaillons. La première version de notre outil de transmission en 2017, on l'a pensé mobile first, en disant aujourd'hui les étudiants ils sont sur téléphone. Et donc ça va être génial, on va d'abord penser une version qui est optimisée pour le mobile, non pour l'ordinateur. En fait, ils sont tous sur un smartphone, ils vont pouvoir regarder ça quand ils sont dans les transports. C'était, je pense, un des plus gros échecs, alors c'était pas grave, mais un des plus gros échecs qu'on a fait dans cette parce qu'en fait, aujourd'hui, les étudiants, peut-être vous et moi aussi, mais quand on utilise notre téléphone, quand eux utilisent leur téléphone, c'est pour aller sur Instagram, c'est pour discuter avec leur compte sur WhatsApp. En fait, c'est pas pour se former ou pour aller découvrir du contenu, télécharger un Excel, etc. Et donc, en fait, on a eu 98% d'usage sur un ordinateur. Donc voilà, même dans un public connecté, voilà, adapter vraiment son outil à son public, c'est très important. C'était la réponse de Jérôme. Tu vas peut-être un peu contredire justement cet aspect-là, parce qu'elle a dit assez paradoxalement, on pense qu'on a plutôt affaire à un public, c'est le cas en réalité, qui est passé à une fracture numérique, mais finalement, effectivement, c'est un public qui utilise beaucoup le smartphone, qui lit principalement ses mails sur smartphone, et la fameuse plateforme d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, on l'a aussi pensé justement responsive sur l'utilisation d'un smartphone. Et aujourd'hui, principalement 60 à 70% des personnes qui utilisent cette plateforme, ils l'utilisent depuis un smartphone. Et donc, ça vient confirmer aussi un peu notre hypothèse de départ, qui est qu'on va d'abord penser plutôt l'utilisation mobile, et ensuite, il faut que ce soit aussi adapté assez logiquement au public. Adapté au public, c'est ça que j'entends aussi, c'est le contexte. C'est qu'en fait, quand on parle partir des usages, pour pouvoir développer des outils numériques et des outils digitaux, ça veut dire qu'il faut aussi d'abord comprendre comment fonctionnent nos publics qui sont accompagnés dans nos structures et adapter les bons outils à leurs usages. C'est ça que j'entends.
Oui, J'avais une petite anecdote parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du côté collaboration par webconf et avec des supports méthodologiques qui peuvent aider à la discussion. Et l'anecdote, c'est qu'on a accompagné, enfin je suis Séverine Erlin de la société Vianéo, on a accompagné des ateliers avec une méthodologie en support. Et la réaction, à la fin, il y avait 2 équipes, on en a fait beaucoup pendant le Covid, et bien notamment 2 équipes, je me souviens de 2 équipes, qui à la fin de 2 sessions d'atelier où elles ont vraiment travaillé sur leur projet, avec un animateur, un accompagnant, qui ont dit « on ne s'est jamais aussi bien parlé ». On ne s'est jamais aussi bien compris. Donc ça, c'est le côté, je trouve, positif par rapport à ce que vous disiez, qu'il y a plein de choses qui se font. Et il y avait un côté, la digitalisation permettait d'être dans un focus complet sur l'objet, le sujet et les questions qui étaient posées au travers de la méthodologie au fur et à mesure. On ne s'est jamais aussi bien parlé. Ça, c'est drôlement En digital. Mais oui. Oui, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, Johan du Créder. En fait, je voulais juste témoigner par rapport à ce que vous veniez de dire. Effectivement, et ce que disait monsieur tout à l'heure, effectivement, une des grosses j'allais dire erreurs, enfin apprentissage, on va dire, qu'on a fait sur le premier confinement, c'est qu'on a tous essayé d'adapter nos contenus présentiels avec du digital. On s'est tous plantés. Parce que c'est pas. Enfin, ça, on a vraiment compris que ça marche pas. Et j'ai beaucoup apprécié votre intervention tout à l'heure quand vous disiez qu'il faut repenser la pédagogie différemment. Il se trouve que j'ai dû écrire une prestation nouvelle pour Pôle emploi. Et en fait, dans la conception de la prestation, ils demandaient dans leur cahier des charges une version 100% digitale. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le contraire. C'est-à-dire, j'ai démarré par la prestation 100% digitale et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple de passer du 100% digital au 100% présentiel que de passer du 100% présentiel au 100% digital. Et quand on la conçoit directement en digital, on se rend compte que justement ces aspects humains, ces aspects présentiels, tout ce qu'on va pouvoir lire dans le non-verbal, tout ce qu'on va pouvoir travailler dans le présentiel, finalement, si on a conçu la prestation dès le départ en digital, c'est beaucoup plus facile à adapter. Et pour parler de l'usage, effectivement, le taux de pénétration, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça, des smartphones est bien plus important dans la population, particulièrement des demandeurs d'emploi, que les PC. On le voit bien, c'est souvent un PC par famille, mais quasiment un portable par individu. Et c'est vrai que le fait d'adapter les supports, les livrables directement interactifs sur smartphone, en web responsive, avec des technos comme les tokens par exemple, où il n'y a même plus besoin de se loguer, login password, ça n'existe plus. C'est un lien, on clique sur le lien et on arrive directement sur les outils. On peut avoir des livrables qui sont interactifs. Donc du coup, on va avoir un contenu structuré, un contenant structuré pour un contenu innovant. Et je trouve que finalement, ça se marie très bien. C'est juste qu'à un moment donné, il faut bien cerner le digital et ses possibilités et laisser notre humanité et notre créativité prendre la main pour en faire quelque chose de mieux, en fait. Merci pour votre témoignage. C'est très clair. Un contenant structuré pour un contenu innovant. Je retiens. Une dernière question ou remarque ou intervention. Et puis ensuite, je vous propose qu'on passe à une petite intervention de Pierre Alzin. Oui, encore Virginie. Donc, c'est Cécile de Essonne, hein, pas de l'Île-de-France. Juste pour rebondir, je suis tout à fait d'accord. En fait, quand on passe du digital présentiel, hein, on a vu, bon, tout le monde a passé l'expérience. En fait, c'est l'enrichissement. On l'a dit tout à l'heure, quand on fait du présentiel, on est humain, donc on a tout ce qui est non-verbal. On passe des émotions sans s'en rendre compte. Et donc, quand on travaille sur du digital, on est obligé d'inventer des choses pour rendre des contenus plus attractifs. Donc, l'enrichissement, on va le garder après dans le présentiel. Ça sera encore du mieux. Et c'est un petit peu comme on fait quand on fait... on est passé des textos après à tous les outils, je pense Snapchat, etc. On discute, on rajoute des images, on rajoute des émotions. C'est pareil. Donc, c'était juste ça. Merci pour cette intervention et la place des émotions reliées avec l'accompagnement distant. Effectivement, c'est une grande question. On ne va pas continuer pour l'instant parce qu'on n'a malheureusement pas le temps, mais on pourrait en faire un atelier complètement dédié. Je vous propose simplement, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu, sauf dans la présentation, une intervention de Pierre Alzin. On s'est posé la question dans le cadre de la préparation de cette session sur finalement ce que l'accompagnement digitalisé générait. Et voici sa réponse. J'arrive à le faire. J'espère que ça s'est Le digital nous permet un amont détaillé
vraiment bien Vous structurée entendez pour bien? pouvoir vivre une expérience. On va montrer un petit bouton actionné au cas où ça ne serait pas assez fort. Attendez, c'est ici. Le digital nous permet un amont détaillé, vraiment bien structuré pour pouvoir vivre une expérience digitale et puis ensuite physique, on l'espère, la plus simple et la plus forte possible. Donc, le digital nous permet de mieux préparer nos événements. Alors, Zoom, Teams, bien entendu, pour entrer en contact. Google Slide, parce que aujourd'hui, accompagner à distance un nombre plus élevé de porteurs de projets avec des coachs, ben, c'est former des porteurs de projets à des outils que vous mettez sur des slides. C'est des petits guides que vous créez, vous posez des questions, vous donnez des exemples. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez immédiatement les illustrer avec des photos, avec des vidéos, avec des témoignages, avec des podcasts. C'est illimité. Plus vous êtes à l'aise avec le numérique, je pense, et plus votre solution est forte. Et ensuite, donc ça, c'est les Google Slides qui vous permettent comme ça de même, on met des petits chronos sur les slides en disant, ben voilà, de telle heure à telle heure, vous serez là, répondez à cette question et passez petit à petit. Donc, c'est du pas à pas. On forme également les coachs à être le plus agile possible et le plus à l'écoute possible. On crée des salles coach également pour réunir les coachs à un moment pour qu'ensuite ils puissent repartir dans les salles, porter la bonne parole ou écouter la bonne parole. Voilà. Je dirais que c'est encore plus facile avec le digital de faire des challenges entrepreneuriaux parce qu'on peut intervenir immédiatement, très rapidement et apporter une réponse, on va dire, la plus rapide et la plus qualitative possible parce qu'on a l'outil avec nous. Alors maintenant, il ne faut pas oublier une chose. Alors voilà, Slack, pourquoi Slack? C'est parce que Slack, derrière, quand cette session est finie, eh ben, vous remettez votre guide méthodologique dessus. Vous voyez, je vous donne le mode d'emploi et venez profiter des programmes que nous organisons et on vous les donnera. Les outils, ils sont en Creative Commons, ils sont libres parce que plus il y aura de personnes accompagnées, plus il y aura de création d'emplois et plus il y aura de la dignité. Ça, on pourrait en parler longtemps. Le digital, il me semble, nous permet d'accélérer la création de communautés locales d'entrepreneurs. La communauté locale d'entrepreneurs font que des personnes se rencontrent, travaillent ensemble, se fortifient, se comparent. Ça aussi, c'est important dans tous nos programmes. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un de se plier au pitch de ces fameuses startups, de pitcher en telle minute, etc., c'est parce qu'on va comparer des agilités, on va comparer des facilités, on va comparer peut-être des compétences plus ou moins fortes, et donc donner envie, soit d'augmenter ces compétences-là pour quelqu'un qui ne les a pas encore, soit peut-être de se dire, OK, c'est peut-être pas encore le moment de créer. Vous voyez, on a évité un échec, puisqu'une entreprise sur deux continue à échouer, entre guillemets. Et voilà, donc tous ces outils-là, ces communautés locales d'entrepreneurs en digital et ensuite en physique que l'on rencontre, font que votre métier d'accompagnant va être bouleversifié, je pense, dans les années. Voilà, un témoignage de Pierre sur cette notion de communauté locale d'entrepreneurs. Alors, allez-y, je ne sais pas s'il y a un micro qui est à côté. Le temps passe très vite, donc on va aborder le dernier sujet juste après votre question. C'est une rapide question par rapport à la question qui a été posée d'ailleurs hier après-midi sur l'autre plénière sur les spécificités des structures d'accompagnement. Et donc, du coup, ma question, c'est qu'en est-il de la mutualisation possible de nos métiers? Vous pouvez préciser sur la mutualisation? À la fois des outils, à la fois du métier d'accompagnant, de formateur. Enfin, ouais. Je laisse le champ large volontairement. C'est on m'entend? C'est un bon sujet. En fait, j'ai l'impression, je crois, que justement la digitalisation va permettre de faire un échange de bonnes pratiques, de se partager des choses, et tout ça de façon assez sécurisée et limitée. Notre système, pour vous dire, moi je parle du concept que c'est mutualisé mais fortement personnalisable. Parce que chaque structure a ses spécificités, a son lot qu'il faut éventuellement garder, mais il y a des choses qui peuvent être partagées et il y a une économie d'échelle et une intelligence collective qui est possible avec parce que tout le monde va faire de l'accompagnement individuel, collectif, on met des outils à disposition, on va faire des learning. Ça, c'est le commun. Et ça va être commun pour tout le monde.
Mais oui, dans des réseaux, on peut se partager une bonne formation et le responsable de la structure peut dire ah ben, j'accepte qu'elle soit visible parce que je n'ai pas ça. Et donc c'est du partage de bonnes pratiques, c'est de l'animation commune de choses complémentaires et des choses comme ça. Donc il y a moyen d'aller très loin là-dedans, tout en gardant une certaine privacy, une certaine confidentialité de sa spécificité, parce que voilà, chacun a développé des choses. Et certains souhaitent garder une partie de leur mot de façon créative ou différente. Il est bien un atelier parce que ça touche la question de la collaboration derrière, on entend bien, et donc de ce que ça remue, de ce que ça remet en question en termes d'organisation un peu structurée, un peu descendante parfois, du monde de l'accompagnement notamment, mais qu'on retrouve aussi également dans le monde éducatif. Alors, dernier sujet, avant de vous lâcher, de vous laisser prendre l'air, respirer après 7h30, il y a quand même une question que ça pose, c'est la question de demain. Parce qu'on a subi ces outils-là. J'ai entendu beaucoup le mot subir, pas aujourd'hui, mais dans les différents travaux qu'on mène à côté. On subit des outils, on subit une période qui nous a contraints d'utiliser ces outils digitaux, malgré nous un peu. Alors tant mieux pour les geeks, mais c'est un peu compliqué pour les non-geeks, justement. Quels sont les enjeux, et vraiment en 2 mots, les enjeux, les challenges que ça soulève pour l'accompagnement de demain? Finalement, dans vos structures, j'imagine que vous réfléchissez sur comment ça va se développer, tout ça. Quels sont ces enjeux-là? Si vous pouvez même me répondre par des mots-clés, les enjeux et les challenges. Oui, bon. Parler de traction numérique, d'électronisme, je dirais que le principal challenge pour l'ADI, quand on parle de digitalisation de l'accompagnement, c'est de rester fidèle finalement à son public cible, de personnes qui sont potentiellement concernées par cette fracture numérique. Et donc, il faut aussi avoir une exigence encore plus forte sur l'approche pédagogique, on en a parlé tout à l'heure, sur les besoins des utilisateurs finaux, et puis une exigence aussi plus forte sur l'empathie. Quand je parle d'empathie, c'est plutôt se mettre à la place de l'utilisateur, de la personne qui va être seule derrière son écran, à utiliser l'outil qu'on va être amené à développer. Et donc, systématiquement, de veiller à co-construire cet outil avec les futurs utilisateurs. Oui, moi, je vous rejoins sur tout ça. Je pense que l'idée, c'est de bien identifier quels vont être les critères de succès. Et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui va faire que ça marche? Oui, ça doit être adapté à mon public. Tiens, il faut que ce soit utile pour tous ceux qui nourrissent la machine. Ah, qu'est-ce qui va être utile? C'est vraiment de mettre, justement, de répondre à des besoins. C'est toute une série. Nous, dans la méthodologie, on analyse toujours voilà, les objectifs et de chacun, parce que il faut que tout ça fonctionne de façon fluide. Et donc, il faut vraiment bien identifier quels sont les critères de succès qui vont faire que cette mise en place de la digitalisation va fonctionner. Et ce n'est pas que la technique, ce n'est pas que la pédagogie, c'est un ensemble de choses assez complexes qu'il faut bien réfléchir au départ. Oui.
merci pour. Effectivement, vous parlez des il y a aussi l'interconnexion. En fait, aujourd'hui, on a plein de petits outils, on a plein d'outils et plateformes. C'est vrai qu'il y a l'interconnexion, on a dit un énorme enjeu, il y a un énorme challenge. On parlait tout à l'heure de l'art de simplifier les choses pour les rendre plus faciles et plus aisées pour ceux qui travaillent au quotidien avec les outils. Je pense que cette interconnexion-là est hyper importante. Les API, programmes fantastiques qui permettent aux programmes de communiquer entre eux. Je pense que c'est vraiment un des enjeux à venir, énormément là-dessus chez nous, pour arriver à faire en sorte qu'une seule serveur derrière, 50 différents. On allège aussi notre... Voilà, alléger notre vie par une facilitation, une plus grande simplicité dans l'usage des outils. Donc, pour résumer et conclure sur cette session, j'ai entendu dans les challenges, et vous me corrigerez, vous compléterez bien sûr, garder le contrôle, rester maître de ces outils, définir des critères qui soient très très clairs. J'ai entendu également une mesure de résultat, c'est-à-dire pas seulement mettre en place des outils, mais regarder quel est leur impact, se donner le temps pour pouvoir les développer, les expérimenter, se casser la figure aussi. Rester fidèle à ses objectifs, rester fidèle à sa manière et à ses méthodes et à ses objectifs d'accompagnement, et puis s'impliquer et co-construire. Et je voudrais juste terminer tous ces échanges qui ont été extrêmement riches par finalement un lien entre tout ça, puisque tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'humain, finalement, on parlait de notre métier, l'accompagnement, qui reste central, et dans sa relation qui reste centrale, ça a été dit. Et je suis revenu sur la question de la pédagogie pour préparer cette table ronde. Et finalement, dans cette pédagogie, vous savez, je suis retombé sur une définition d'un philosophe de l'éducation qui s'appelle Nicolas Go, et qui traduit la pédagogie, qu'il a définie comme l'art de guider la relation. Et je crois, moi, en tout cas, que ça fait une résonance parfaite avec ce désir, ce souci de replacer le digital là où il est, comme vous l'avez dit, comme des outils, comme des méthodes, mais absolument pas comme une finalité en soi. Donc ce sont des outils, des méthodes qui peuvent peut-être nous permettre de développer encore un peu mieux notre art pour guider la relation. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus et vous remercier chaleureusement pour votre intervention, vos questions, remercier nos invités pour leur témoignage. Vous aurez accès à tous ces éléments sur les actes de Procréa après. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour échanger davantage si besoin. Merci à vous tous et bon café. Thank you.